Masechet Ktuvot Daf Nun Chet, on commence Bezrat Hashem Daf Nun Zayin Amud Bet, première grande ligne. À la première grande ligne du Daf Nun Zayin Amud Bet, on commence Igi Azman, à la fin de la ligne, Igi Azman Velonisu. Donc la Mishnah traite le cas d'une femme qui est arrivée à sa date de mariage, et son mari a reporté le mariage alors que les Kiddushin ont eu lieu déjà depuis longtemps, et que maintenant est arrivée la date où il devait se marier. Et puisqu'il a reporté la date du mariage, on va lui dire qu'il doit nourrir sa femme. Non seulement ça, elle a le droit dorénavant aussi de manger de la tourma si il est Kohen. Amarula, Dvar Torah. Ici, la Gemara va expliquer, est-ce qu'une femme de Kohen a le droit de manger de la tourma et à partir de quand? Une fille Israël mariée à un Kohen, à partir de quand elle peut manger de la tourma? Dvar Torah dit la Gemara, Arusa bat Israël ochelet bitourma. Depuis les Kiddushin d'une fille d'Israël à un Kohen, elle peut manger déjà de la tourma, chez Neymar, comme il est dit. Le Kohen qui kine nefesh kinyan kaspo. Un Kohen qui a acquis une personne qui a l'acquisition de son argent, comme un serviteur, une servante, eh bien, un esclave, une servante, il peut lui donner à manger de la tourma. Ve'ainam et kinyan kaspo. Sa femme aussi, elle est acquise par son argent. Il lui a donné une bague, il a acquis la femme en kiddushin. À partir de ce moment-là, elle lui est acquise, elle est à lui, et donc il peut lui donner de la tourma. Matam amrou ena ochelet. Pour quelle raison les Chachamim ont dit qu'une femme, Mekudeshet, un Kohen, ne mange pas de la tourma? Shemaim zegou lakos betavia. Puisque maintenant elle est encore chez ses parents après les kiddushin, il n'y a pas eu le mariage encore, et donc le Kohen, son mari, il risque de lui envoyer, ou elle-même, elle risque de s'acheter de la tourma, donc on va lui servir un verre de tourma chez son père, vetashke la achia ou la chota. Elle va le servir à son frère et à sa sœur, et ils vont oublier que c'est de la tourma à un étranger, comme son frère, sa sœur, un Israël, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas non plus femme de Kohen, et donc c'est interdit de la Torah. C'est pour ça que les Chachamim ont dit, tant qu'elle est chez ses parents, elle touche pas, elle mange pas de la tourma. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara. Tu ne comprends pas, alors, Igi Azman Velonis ou Nami, si arrivait la date du mariage et que le mariage était reporté, on devrait non plus pas lui donner de la tourma parce finalement elle est encore chez ses parents, donc ça risque de passer à son frère ou à sa sœur. Et répond la Gemara, non, ça ne risque pas de passer à son frère ou à sa sœur. Elle n'est plus chez ses parents. Hatam durtam yachedla. Une fois qu'est arrivée la date du mariage où le mari doit nourrir sa femme, il va lui réserver un endroit où manger. Il va lui dire, voilà, tu vas à tel café, tel restaurant, je t'envoie là-bas tes repas, mais pas chez toi. Parce que si elle reste chez elle, il sait bien que ça va lui coûter le triple ou 4 fois plus. Elle va, il y a toute une famille autour, et donc il préfère lui réserver un endroit, puisqu'elle mange toute seule là-bas, alors il n'y a rien à craindre, elle ne risque pas de donner de sa tourma à quelqu'un d'autre. Et la Me'ata demande à Gemara, et la Me'ata, si c'est comme ça, que tu crains qu'elle risque de servir autour d'elle de la tourma, l'Akit Kohen et Israël, un employé Kohen, employé à un Israël, le patron il est Israël, l'employé il est Kohen, il travaille chez lui toute la journée, il mange là-bas aussi, on devrait lui interdire de manger de la tourma. L'olichul betourma, tu devrais interdire à cet employé de manger de la tourma, son petit sandwich, son petit truc, dilma tous les mechal badé, parce qu'il risque finalement, on risque de manger avec lui, alors que lui seul est Kohen et les autres non. Répond la Gemara, hashta mididou safoulé, midi de achlé, ça peut pas marcher, ça y est. Au contraire, c'est le patron qui doit donner le repas de l'employé, c'est au patron de nourrir l'employé. Est-ce que tu vas craindre que maintenant il va manger de chez lui? Tu vas craindre que le patron va prendre de l'employé, c'est l'employé qui prend du patron. Donc dans ce cas-là, il n'y a rien à craindre. Rav Shmuel bar Abuda Amar Mishum Simpon. La Gemara donne une deuxième raison, c'est-à-dire, selon Rav Shmuel, la raison n'est pas parce qu'elle risque de servir la tourma à son frère et sa sœur. C'est pas ça la raison pour laquelle on lui a interdit la tourma jusqu'à la date de mariage, même après les kiddushin. La raison est une autre raison. La raison elle est parce qu'on craint que le mariage risque de s'annuler. C'est-à-dire, on craint que le mari voit un défaut sur sa femme et qu'il annule le mariage. Et puisqu'il risque d'annuler le mariage, alors, finalement, il se trouve qu'elle aura mangé de la tourma alors qu'elle n'est pas femme de Kohen. Donc, pour ne pas prendre de risque, elle ne commence pas avec la tourma. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara. Nichnesa le choupa veloni valanami. Une femme qui est mariée à un Kohen.
Pourquoi tu dis depuis la date de mariage, elle mange de la trouma? Si tu crains qu'il lui trouve un défaut et qu'il annule le mariage, tu devrais dire même si la choupa a déjà eu lieu, mais les rapports n'ont pas encore été faits entre eux, on devrait craindre toujours qu'il risque de découvrir des défauts cachés, et d'annuler le mariage en disant on m'a trompé, le mariage n'a jamais été valable, et donc finalement il se trouve qu'elle a mangé de la trouma pour rien. Donc pourquoi tu lui permets la trouma même après la choupa? Répond la Gemara. Hata mivdakva dikla ve'adar me'ayel. Là-bas non, après la choupa, c'est sûr qu'on peut déjà lui permettre la trouma, parce que avant de faire la choupa, il a déjà vérifié qu'elle n'ait pas de défaut, qu'elle n'ait pas de problème. Donc il a envoyé ses sœurs, ses cousines, ses proches à la voir, même dans des endroits où il peut voir plus que ce que lui voit quand il la rencontre. Et donc il est tranquille. Il y a plus à craindre aux défauts. Donc depuis la choupa, on craint plus les défauts. Mais après les kiddushin, on craint encore les défauts. Quand tu demandes à Gemara, Eved Kohen chez les Kochom Israël. Si tu crains que le mariage risque de s'annuler, donc on lui interdit la trouma, tu devrais dire pareil pour un Kohen qui a acheté un esclave d'un Israël. Il a acheté un esclave goy d'un Israël, et tu devrais dire ici aussi, Lolechul betrouma, l'esclave du Kohen, qui généralement mange de la trouma, puisqu'il était acquis par le Kohen. Ici, on devrait lui interdire la trouma. Mishum simpon, tu dois craindre que finalement cet achat risque de s'annuler, parce que il risque de lui dire, mais écoute, l'esclave que tu m'as vendu, ça va pas du tout. Donc tu m'as trompé, je t'ai rien acheté, voilà, on annule toute l'affaire. Finalement, entre-temps, il a mangé de la trouma pour rien. Répond la Gemara Simpon Bavadim Leka. Il n'y a pas d'annulation dans les ventes des esclaves. Pourquoi? Deida Abarai, s'il a un problème extérieur, Akachazile, il a vu tout de suite. Vede Gavai, s'il a un défaut dans des endroits cachés, Limlacha Kabai, Veshebaset Arle Irpatle. Le patron, lui, qu'est-ce qu'il veut? Le maître de l'esclave, il veut qu'il travaille son esclave. Donc, ça ne le gêne pas du tout que son esclave ait des problèmes cachés. Enfin, des problèmes, c'est-à-dire qu'il ait des défauts cachés. S'il lui manque une main, il a vu tout de suite. Ça le gêne. Il a vu tout de suite, donc il ne peut pas annuler la vente. Si il lui manque un orteil, il s'en fiche, il veut le travail. Donc il n'y a pas ici d'annuler l'achat. Nimta Ganavakoviustus, qu'est-ce que tu veux dire? Il se trouve que finalement c'est un voleur, un kidnappeur. Higio, on lui dira, mais écoute, qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que tu prends une femme de ménage et qu'elle ne va pas te voler? Depuis quand une femme de ménage ne vole pas? Depuis quand un esclave n'est pas un voleur? Évidemment que quand tu achètes un esclave, tu sais très bien que c'est un voleur et qu'il n'est pas bien. Il n'est pas honnête. Ne me dis pas que tu croyais vraiment qu'il était honnête, donc la vente ne va pas être annulée par cet argument. Maïka, qu'est-ce qui nous reste comme défaut? L'istim mezouyan. Peut-être que c'est un bandit armé, dangereux. Il lui dira, mais tu m'as vendu un dangereux. Oh, murtav la malchut. Ou bien, peut-être qu'il est recherché par la police et que la police veut le mettre en prison ou le tuer. Et donc finalement, là c'est sûr que vraiment ça m'écarte out, là tu m'as vraiment trompé, tu m'as vendu quelque chose que je ne peux pas en profiter. Hanu kalaitleu. Ça non plus n'est pas un argument parce que ce sont des choses qui sont très connues. Tout le monde sait bien que tel esclave est très dangereux ou bien qu'il est recherché. Donc quand tu l'as acheté, tu ne savais pas. La Gemara dit Mirte ben emar uven emar lo achla. Puisque finalement selon les deux raisons, aussi bien selon celui qui dit que la raison de la femme du Kohen de ne pas manger après les kiddushin, c'est parce qu'on craint qu'elle serve son frère ou sa sœur. Et de même, celui qui dit que la raison de lui interdire la trouma, c'est parce qu'on craint qu'il va trouver un défaut et qu'il va annuler les kiddushin, selon cette raison ou l'autre, de toute façon, elle ne mange pas encore après les kiddushin. Donc, Maï Benayou, quelle sera la différence pratique entre cette raison et l'autre? Répond la Gemaraïka Benayou Kibel. Il y a 3 cas de nafkamina, de marloquette entre les deux raisons. Kibel, Masar Ve'alar. Kibel, ça veut dire, il a accepté tous les défauts. Le mari a dit clairement, je m'engage à la marier malgré tous les défauts que je risque de découvrir. Selon la raison qui dit, elle va servir son frère ou sa sœur, la trouma lui interdite. Ici aussi, elle est chez ses parents, elle risque de servir son frère ou sa sœur, on ne va pas lui permettre la trouma. Par contre, selon la raison qui dit, il risque d'annuler le mariage à cause d'un défaut, on lui dira, non, tu t'es engagé, tu as promis de la prendre malgré tous les défauts que tu trouves, donc il n'y a pas à craindre ici ça. Deuxième
cas de marloquet, de discussion entre les deux raisons, ce sera Massar ve'alach. Deuxième et troisième. Massar ve'alach. Massar, ça veut dire que le père a transmis sa fille aux envoyés du mari. Ve'alach, ou bien il les a accompagnés. Il les a accompagnés, c'est-à-dire les envoyés du père ont accompagné les envoyés du mari. Et donc, en fait, la femme, maintenant, elle est en chemin pour arriver chez le mari. Selon la raison qui disait, mais elle risque de servir son frère et sa sœur, il n'y a pas à craindre ici, parce qu'elle n'est plus chez ses parents. Donc, on pourrait lui permettre la trouma. Donc, si en chemin, maintenant, elle s'arrête quelque part, et voilà, on lui propose de la trouma, elle aura le droit d'en manger. Mais selon la raison qui dit, il risque de trouver un défaut et d'annuler les kiddushin, d'annuler le mariage, ici aussi, il risque d'annuler le mariage, on ne sait pas, il va la voir, il va dire, bah non, mais c'est pas ça ce que je pensais. Donc, on m'a trompé, voilà, il aura des arguments, il va annuler tout rétroactivement. Il se trouve qu'elle a mangé de la trouma pour rien, donc, selon cette raison-là, on devrait lui interdire encore la trouma. On a vu encore dans la Mishnah une marloquette pendant le moment où il peut lui envoyer de la trouma, c'est-à-dire depuis la date de mariage, on a dit c'est le mari qui doit la nourrir et elle a le droit à de la trouma. Si les Kohen, ils peuvent lui envoyer de la trouma. Quelle trouma il lui envoie, combien de trouma il lui envoie? Selon Rabbi Tarfon, on a vu dans la Mishnah, il lui donne toute sa nourriture de trouma. Donc Rabbi Tarfon Omer, notnin la kol trouma v'choulé. Selon Rabbi Akiva, par contre dans la Mishnah on a vu que selon Rabbi Akiva, il doit lui donner moitié trouma, moitié choulin, parce qu'il y a des jours où elle est tméa, il y a des jours où elle est nidée, elle ne peut pas manger de la trouma. Pendant ces jours-là, il faut qu'il lui envoie du choulin, parce que la trouma elle est interdite à un tamé, à une tméa, la trouma de la kedusha. Donc il ne va pas lui envoyer toute sa nourriture de trouma, alors qu'il sait très bien qu'il y aura des jours où elle ne pourra pas en profiter, donc il doit a priori lui envoyer moitié trouma, moitié choulin. Mais Rabbi Tarfon ne craint pas ça, il dit il lui envoie tout en trouma. Amar Abaye, de quel cas exactement il s'agit ici? C'est dans quel cas la marloquette? C'est dans quel cas où Rabbi Tarfon il dit il lui envoie toute la nourriture, tous ses repas de trouma. S'il veut, il peut lui envoyer tout en trouma. Marloquette de Bat Kohen et Kohen. Ce n'est que dans le cas où elle est fille Kohen, quand elle se marie un Kohen, que son mari peut lui envoyer de la trouma. Pourquoi? Il peut même tout lui envoyer de trouma, parce que même si un jour ou l'autre elle ne peut pas en manger, elle n'a pas de problème avec cette trouma. Elle sait très bien comment on s'occupe d'une trouma quand on n'a pas le droit d'en manger. Elle a l'habitude chez ses parents, elle va faire passer ça à son frère, elle va le vendre à son cousin, et ainsi de suite. Elle pourra échanger, elle connaît toutes les solutions. Elle a grandi chez un Kohen, chez un père Kohen, donc même si tu lui envoies tous ses repas de trouma, elle saura comment s'arranger avec. Aval Bebat Israël est Kohen, mais quand c'est une fille d'Israël mariée à un Kohen, là, divrei akol mersa choulin mersa trouma. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas lui envoyer tout de trouma, parce qu'elle ne sait pas quoi en faire de la trouma quand elle est tméa, elle ne sait pas comment on s'y prend, et donc finalement elle va se retrouver comme ça sans rien. Il faut lui envoyer donc moitié choulin, moitié trouma. Ve'amar Abaye, encore une chose dit Abaye, machaloket ve'aroussa. Quand est-ce que Rabbi Tarfon a dit lui envoie tout de trouma? C'est que si elle est aroussa, il n'y a eu que les kiddushin. Aval benesua, mais une femme mariée déjà, à qui son mari lui envoie sa nourriture pour une raison ou une autre, il lui envoie de loin, ils ne peuvent pas être ensemble. Divrei akol, selon tout le monde, mersa choulin et mersa trouma. Il faut qu'il lui envoie, donc le mari par exemple, il est parti en Amérique, il envoie à sa femme maintenant ses repas, il doit lui envoyer moitié choulin, moitié trouma, il ne peut pas lui donner tout de trouma. Tainena miachi, la Gemara vient renforcer ces précisions de Abaye, par une braïta qui dit Rabbi Tarfon Omer, notnin la kol trouma avec Akiva Omer mersa choulin mersa trouma. Donc c'est la marloquette de la Mishnah, où selon Rabbi Tarfon, il lui envoie tous ses repas de trouma, selon Rabbi Akiva, moitié-moitié. Bamet varim amurim, mais Bat Kohen et Kohen. Quand est-ce que Rabbi Tarfon a dit il lui envoie tous ses repas de trouma? C'est que si elle est fille de Kohen à un mari Kohen. Aval Bat Israël et Kohen, mais si elle est fille d'Israël pour un Kohen, divrei akol mersa choulin mersa trouma. Selon tout le monde, il lui envoie moitié-moitié. Parce qu'une fille d'Israël ne sait pas comment se débrouiller avec cette trouma. Bamet varim amurim, be'aroussa. Deuxième précision, comme on a vu chez Abaye, la Braïta aussi le confirme. Quand est-ce qu'il peut se permettre de lui envoyer tout de trouma? C'est que s'il y a eu que des kiddushin, aval benesua, mais si c'est sa femme mariée, là, il est obligé de lui donner, divrei akol, mersa choulin, mersa trouma, moitié de choulin, moitié de trouma. Parce qu'une femme mariée, sa place est à la maison, elle n'a pas à circuler comme ça avec des repas de trouma qu'elle ne sait pas quoi en faire, ou même si elle sait quoi en faire, et donc lui, quand il doit la nourrir, il doit lui envoyer à la maison, à domicile, tout ce qu'elle a besoin exactement, moitié choulin, moitié trouma. Rabbi Daban Betera Omer, notnin la
Shte yadot shel Trouma, v'achad shel Chulin. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit qu'il doit lui donner 2 tiers de Trouma et 1 tiers de Chulin. Parce que la Trouma, elle vaut moins au marché que les Chulin. C'est plus difficile de trouver des acheteurs de Trouma que des acheteurs de Chulin. Il faut faire attention, il faut la garder, ça risque d'être pas saoul, et ainsi de suite. Si la Trouma devient tamée, on ne peut plus la manger. Donc la Trouma, a priori, même quand elle est Théora et Kshera, elle se vend pour moins cher que les Chulin. Donc le mari doit, a priori, envoyer à sa femme 2 tiers de Trouma, 2 tiers de Trouma, 1 tiers de Chulin. Non, je reprends. Ce que j'ai dit, ça explique la suite. Pour l'instant, Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, le mari, il doit tenir compte effectivement de la Touma, des jours de Touma de sa femme, et donc il doit lui envoyer 1 tiers de Chulin pour ces moments-là, mais 2 tiers de Touma, il peut lui envoyer pour les moments où elle est Théora. Rabbi Yehuda Omer, noten à Kol Trouma, Rabbi Yehuda, il dit, il lui envoie tous ses repas en Trouma, mais il doit tenir compte du fait que les repas de Trouma coûtent moins cher que ceux de Chulin, donc pour les jours de Touma, il doit lui calculer une plus grande quantité de Trouma pour qu'elle puisse l'échanger avec la bonne quantité de Chulin. Donc il lui envoie une telle quantité, et avec ce prix-là, elle va acheter des Chulin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol makom shuzkera Trouma, Rabban Shimon il dit partout, on lui a dit qu'il peut donner de la Trouma, Notnin la kiflaim ba Chulin, il doit lui donner le double de Chulin. C'est-à-dire, si maintenant pendant quelques jours elle doit prendre des Chulin parce qu'elle est tméa, il veut lui envoyer de la Trouma, ça va, mais à condition qu'il lui double la quantité de manière à ce qu'elle puisse facilement vendre. Maï benayou, quelle est la différence entre celui qui dit, il lui donne de la Trouma qu'elle puisse, il lui donne une telle quantité de Trouma qu'elle puisse vendre et acheter avec des Chulin, et celui qui dit, il doit lui donner le double de Trouma, quelle est la différence entre eux? Ika benayou ticha. La différence elle est-ce qu'on va fatiguer la femme à chercher un acheteur au prix, ou on ne va pas la fatiguer? Celui qui dit, il lui donne la quantité qu'il faut pour pouvoir l'échanger avec du Chulin, elle a qu'à se fatiguer à trouver l'acheteur qui va acheter la Trouma au prix qu'il faut. Celui qui dit, il lui donne le double de Trouma que ce qu'elle a besoin en Chulin, il pense qu'on va lui faciliter la tâche en lui doublant la quantité pour qu'elle trouve très rapidement un acheteur qui veuille bien à ce prix-là, presque gratuit, presque donné, lui prendre sa Trouma, et donc pour ce prix-là, elle pourra ensuite aller s'acheter des Chulin. On a vu encore dans la Mishnah, Yavam enoma achil betrouma. Le Yavam, donc son frère est mort sans enfant, la Yavama, la femme, donc la veuve, elle doit tomber en hiboum devant lui, c'est-à-dire c'est lui qui devra se marier avec elle, mais tout de même, elle ne peut pas, il ne lui donne pas de la Trouma, elle n'a pas le droit d'en manger. Contrairement au premier mari, qui permet à sa femme la Trouma depuis la date de mariage, ou Minatora depuis même les Kiddushin, le Yavam ne permet pas encore la Trouma jusqu'au Yiboum. Maïtama pour quelle raison? Kinyan kaspo marachmana. La Torah dit, un homme donne de la Trouma à celui qui était acquis par son argent, comme sa femme. Kinyan de achivu. Or ici pour le Yavam, c'est pas, la femme n'a pas été acquise par lui, par son argent. Elle était acquise par son frère. Donc lui, même s'il est Cohen, et de toute façon il est évidemment Cohen quand le premier mari était Cohen, il ne peut quand même pas permettre à cette Yevama, sa belle-sœur, qui sera sa femme, de manger de la Trouma jusqu'au Yiboum, jusqu'au vrai mariage. On a vu dans la Mishnah là-dessus. Asashi Chodashim Ifne Abal, si elle a fait 6 mois devant son premier mari et 6 mois devant le frère le Yavam, elle ne mange toujours pas de la Trouma. De même dit la Mishnah, si elle a passé l'année devant le premier mari sauf le dernier jour devant le Yavam, ou le contraire, le premier jour devant le mari et avec le mari, quoi. On parle d'avant le mariage. Il y a eu des Kiddushin, et un jour, le mari a dit, ils ont convenu de se préparer au mariage. À partir de là, on compte 12 mois. Et voici que les 12 mois, elle les a passés chez le mari, sauf le dernier jour où il est déjà mort. Elle ne mange pas de la Trouma. De même dit la Mishnah, si elle a passé le premier jour avec le mari et tous les 12 mois ensuite chez le Yavam, avec le Yavam, en face du Yavam, elle ne mange pas de la Trouma non plus. Mais c'est évident, demande Agmara. C'est évident. Ashta bifne abal. Si déjà, devant le mari, Amratlo, tu dis que si elle a passé presque tous les 12 mois devant son mari, elle ne mange pas de la Trouma, puisqu'elle n'a pas terminé les 12 mois, donc elle n'a pas commencé, même pas commencé à manger de la Trouma. D'ailleurs, si elle avait commencé, elle aurait dû s'arrêter. Bifna Yavam Ibaya,
Est-ce que c'est la peine de dire que si elle a que si elle a passé la majorité du temps en face du Yavam, qu'elle n'a pas droit à la Trouma? C'est bien évident. Répond la Gemara, Zouven Taïch le Marzu Katane. Effectivement, c'est la Mishnah, elle a été enseignée dans un ordre du plus grand chidouche au plus petit chidouche. On a commencé par dire, même si elle a commencé l'année devant le mari, elle a manqué qu'un seul jour, elle ne mange pas de la Trouma. Et c'est même pas la peine de dire le cas suivant, qui est le cas où elle a passé l'année devant le Yavam, sauf le premier jour devant le mari, où là c'est évident qu'elle ne mangera pas de la Trouma. Donc on a vu encore dans la Mishnah que toute cette halakha de donner avant le mariage de la Trouma à la femme, tout ça n'était que la première version des Tanaïm. Zu Mishnah Rishona Vechule. Donc c'était la première version. Ensuite les Chachamim ont dit non, jusqu'à la Choupa, jusqu'au mariage, elle ne mange pas de la Trouma. Maïtama, pour quelle raison? Amarula Vitema Rav Shmuel Bar Yehuda. Cette fois-ci, Oula ramène le nom de Rav Shmuel Bar Yehuda. Mishum Simpon. Donc Oula lui-même, qui avait dit selon la première version, qui avait permis la Trouma depuis la date de mariage et interdit la Trouma depuis les Kiddushin jusqu'à la date de mariage, Oula avait donné comme raison, elle risque de servir son frère ou sa sœur. Rav Shmuel Bar Yehuda avait donné comme raison, il risque d'annuler le mariage. Ici, Oula lui-même ramène, et cette raison est d'accord avec la raison de Rav Shmuel Bar Yehuda. Donc, Amarula, Veitema, si tu veux, c'est Rav Shmuel Bar Yehuda qui a dit, Mishum Simpon. Ici, le problème, il est, selon la nouvelle version, on a interdit jusqu'au mariage la Trouma, c'est parce qu'on craint que le mariage risque d'être annulé. Mishum Simpon. Demande à Gemara, Bishlama Leoula, je comprends Oula qui dit, Kamaita, la première version qui avait permis la Trouma depuis la date de mariage. La raison de des Tanaïm à ce moment-là, elle était, Shema Imzegou Lakos et Betavia. Donc les Chachamim avaient interdit depuis les Kiddushin jusqu'à la date de mariage de manger de la Trouma parce qu'elle risque de servir à son frère et sa sœur. On risque de lui servir un verre chez son père et elle en donne à son frère et à sa sœur. Ça c'était la première version qui avait dit que dès qu'arrive la date de mariage, je ne crains plus ça parce que son mari lui a réservé un endroit pour manger. Et donc on lui permet la Trouma depuis ce moment-là. Ou Batraïta et la nouvelle version des Tanaïm était de dire que non, elle est encore interdite jusqu'au mariage, Mishum Simpon, comme on vient de dire, la raison elle est, parce que finalement, jusqu'au mariage, même si elle n'est plus avec son frère et sa sœur, on risque de trouver un défaut, le mari risque de trouver un défaut et d'annuler le mariage, rétroactivement, donc elle n'a pas droit encore à la Trouma. On tourne la page, et là, le Rav Shmuel Bar Yehuda, mais selon Rav Shmuel lui-même, Kamaita Mishum Simpon, ou Batraïta Mishum Simpon, Rav Shmuel qui avait dit que la première version aussi, elle pensait de la raison de Simpon. La première version était de dire, depuis les Kiddushin jusqu'à la date de mariage, elle ne mange pas de la Trouma, on craint que ça va casser. Et la deuxième version, elle dit, jusqu'au mariage, pas que jusqu'à la date de mariage, mais jusqu'au mariage même si c'était reporté, elle ne mange toujours pas de la Trouma parce qu'on craint que les Kiddushin seront annulés. Maï Benayou, pourquoi? Donc finalement, c'est quoi la marloquette entre eux? Pourquoi les deux pensent la même raison et ne donnent pas la même date? Répond la Gemara. Ika Benayou, la différence entre eux, elle est, dans la raison, Bdikat Chutz, la vérification extérieure. Mar Savar Bdikat Chutz Mabdika. La première version pensait que il est suffisant de l'avoir vérifié, même superficiellement par ses proches, qui l'ont vu mieux que lui. Ça lui suffit, ça nous suffit, et que donc, en fait, voyons Rashi. Rashi dit comme ça. Mar Savar, Rashi à l'intérieur de la page, comme d'habitude, à gauche ici. Mar Savar, Mishnah Rishona, la première version, elle pensait. Bdikat Chutz Shebdaka Biad Korvotav, la vérification superficielle, extérieure, qu'il a vérifié sa femme par ses proches, à lui, par les femmes proches de sa famille à lui. Shema Bdika, c'est une bonne vérification. Vekodem Shotim Aotav Imsonotea, et donc certainement avant d'avoir dépensé son argent pour nourrir sa femme à partir de la date de mariage, Kvar Badka, il a déjà vérifié, il s'est contenté des renseignements, Il Kartu lo Chashinan et Simpon, donc on ne craint plus maintenant que ça va s'annuler. On sait que ça va, elle n'est pas handicapée, il n'y a pas de problème. Ou Badin Shelacharem Savre, la deuxième version, les Badin suivants pensaient, et Nabdika, c'est pas suffisant, jusqu'à ce que le mari lui-même s'isole avec sa femme et qu'il la vérifie personnellement. Donc il compte pas vraiment sur ses proches,
Enfin, nous, on compte pas vraiment sur la vérification de ses proches. On craint que tant qu'il n'a pas rencontré personnellement sa femme et qu'ils se sont isolés, et tant que ça n'a pas eu lieu, on craint toujours que le mariage ne tienne pas. Et donc, on va lui interdire la trouma jusqu'au mariage vraiment. Donc, Oumar Savar, Bdika Trous Losh Mabdika. Dans la Gemara, on reprend dans la Gemara. Mar Savar Bdika Trous Mabdika. La première version pensait que cette vérification superficielle par ses proches de famille, elle est suffisante. Oumar Savar Bdika Trous Losh Mabdika. La deuxième, le dernier Bedin qui ont interdit, ils disent non, c'est pas suffisant, on craint toujours que ça va s'annuler. Mishnah suivante. Amakdish. Maaseh de Ishto. Un homme qui a fait un ekdesh, qui a consacré, qui a sanctifié, il a interdit tout le travail de sa femme, tout le salaire, le travail de sa femme. La femme peut continuer à travailler et à manger de son salaire. À motar, le surplus, c'est-à-dire si le mari a consacré ce qui va au-delà de ce que la femme lui doit en travail, Rabbi Meir Omer Ekdesh, selon Rabbi Meir, il peut le consacrer. Rabbi Yochanan Hassan de la Omer Choulin, selon Rabbi Yochanan, il ne peut pas. La Gemara va expliquer, il s'agit d'après la mort, etc. On va laisser ça, c'est les explications sur ça pour la Gemara. En tout cas, la Gemara maintenant, elle ouvre un nouveau sujet qui sera ensuite mis en rapport avec notre Mishnah. Amar Avuna Amarav. Yechola Isha Lomar le Baala, une femme peut dire un jour à son mari, Enini Zonet Veniosa, écoute, je gagne assez, c'est pas la peine que tu me donnes de l'argent pour me nourrir, je me débrouille, je ne me nourris pas, et d'ailleurs, je me garde mon salaire. C'est pas la peine que je te donne mon salaire pour que tu me donnes de quoi manger, je préfère me garder mon salaire et me nourrir toute seule. Eh bien, Ravuna dit, il n'y a pas de problème, elle peut le dire. Kassava, parce que Ravuna y pense, Kitakinu Rabanan Mezone Ikar, ou Masiadea Mishumeva. Les Chachamim ont institué essentiellement de donner à la femme sa nourriture, et en échange pour pas qu'il y ait de dispute, que le mari prenne son salaire. Et donc, puisque finalement tout est pour la femme, c'est une takana qui a été faite au bien de la femme, alors si elle n'en est pas intéressée, elle a le droit, elle a le droit de se retirer. V'chiamra, donc quand elle dit je ne me nourris pas de ton argent et je ne te donne pas mon salaire, elle a le droit. Métivé. Première objection. Tiknu mezonot tachat masiadea. On a vu clairement que les chachamim ont fait une takana de donner à la femme sa nourriture. Le mari doit nourrir la femme en échange de son travail. Donc tu comprends que le début de la takana était que la femme doit donner son salaire au mari. En échange, il doit la nourrir. Ne me dis pas que la femme, donc, elle peut se retirer, parce que finalement, c'est une takana qui est pour le bien du mari. Emma corrige la Gemara, tiknu maseada tachat mezonot. Il faut dire exactement le contraire. On lui a donné, non, tiknu maseada, oui, c'est ça, on a donné au mari le salaire de la femme, le travail de la femme, en échange des mezonotes qu'il doit la nourrir. Donc, ça commence par, le mari doit nourrir sa femme, point. Ah, il y aura des disputes, bon, qui prennent son salaire. Puisque c'est pour le bien de la femme, elle peut s'en retirer, elle peut dire non, je ne veux pas de ta nourriture, je préfère me nourrir et garder mon salaire. Lema Messayale. Cette fois-ci, l'Egmar propose une preuve pour Ravuna de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu un Magdish Maté de Ishto, celui qui a consacré le travail de sa femme, Ariosa Veochelet. Elle s'en fiche, elle continue à travailler et à manger de ce qu'elle travaille. Comment ça se fait? De quoi il s'agit? Maïlav Benizonet. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas où le mari est prêt et propose de nourrir sa femme? Et malgré tout, la femme, elle dit non, je ne veux pas, c'est pas la peine, je travaille toute seule et je mange mon salaire, donc tu ne peux pas consacrer mon argent. Donc tu vois que même quand le mari propose de la nourrir, elle peut s'en retirer. Ça sera une preuve pour Avuna. Lo, repousse la Gemara la preuve, Beshena Nizonet. Il s'agit que non, que la femme, elle n'est pas nourrie du mari. Si elle n'est pas nourrie du mari, alors, puisque la femme n'est pas nourrie du mari, alors c'est là où évidemment elle travaille pour elle-même
et que le mari n'a aucun droit de Ekdesh sur ses biens. Sur son travail. Demande à Gemara, c'est évident. Si le mari ne la nourrit pas, il peut pas. Il n'a pas de quoi la nourrir. Elle travaille, elle gagne. Évidemment que quoi, qu'il peut pas être makdish, c'est son travail. Même d'après celui qui dit, un maître peut dire à son esclave, Aseimi venizancha, tu travailles chez moi toute la journée et je ne te donne rien à manger. Débrouille-toi tout seul. Anemile, vevet knani. Cette halakha ne concerne qu'un esclave goy acheté par un juif, où la Torah n'a pas dit il doit être avec toi, parmi toi. Donc lui, tu peux le faire travailler, ne pas le nourrir. Mais quand c'est un employé juif, où la Torah a dit attention qu'il soit avec toi, que je fais attention à lui, là, le patron ne peut pas lui dire tu travailles et je ne te nourris pas. Il ne peut pas lui dire ça. Et Kalvachomer, sa femme, qu'il n'est pas question de dire elle travaille pour le mari et il ne la nourrit pas. Donc s'il ne l'a pas nourrie parce qu'il ne peut pas, évidemment qu'elle ne travaille pas pour lui, elle travaille pour elle-même. Elle se garde son salaire. C'est évident qu'elle se garde son salaire et qu'il ne peut pas être makdish le salaire de sa femme. Répond la Gemara. Sefa istarich le motar. Sefa istarich le. Le chidouche de notre Mishnah effectivement n'est pas là. Là c'est évident qu'un homme ne peut pas être makdish et consacrer le travail de sa femme alors qu'il ne la nourrit pas. Évidemment que c'est à elle, elle continue à travailler et à manger. Le chidouche de la Mishnah est la suite. Motar, le surplus de son travail. Rabbi Meir Omer Ekdesh, Rabbi Yochanan Asad la Omer Chulin. C'est sur ça qu'on a vu la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il peut consacrer le surplus, oui ou non? C'est-à-dire, les Rachamim ont fait une takana qu'une femme doit travailler pour son mari jusqu'à telle et telle somme. Si elle gagne plus que ça, et que le mari a été makdish le surplus, sur ça on a vu marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yochanan si ça marche ou pas. Ça, c'est le chidouche intéressant de la Mishnah qui sera expliqué par la suite dans la Gemara. Ou pliga de Resh Lakish. La Gemara dit ce Ravuna là, il est en marloquette sur Resh Lakish. Ravuna qui a dit une femme peut se retirer en disant à son mari, écoute, j'ai pas besoin de ta petite nourriture et de te donner mon grand salaire, viens, laisse-moi tranquille avec mon salaire et je me débrouille toute seule. Ça, c'était Ravuna. Resh Lakish n'est pas d'accord. Dama Resh Lakish, Lote Matama de Rabbi Meir, Resh Lakish dit, ne dis pas que la raison de Rabbi Meir qui a dit un homme peut être makdish le surplus du travail de sa femme. Mishum de Kassavar, Adam makdish davar shelo balolam, c'est parce qu'il pense un homme peut être makdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. Ne dis pas que c'est ça la raison de Rabbi Meir qui dit qu'un homme peut être makdish même le motard alors qu'elle ne l'a pas encore fait et que Rabbi Meir viendrait dire il peut être makdish malgré que ça n'a pas encore été fait. C'est pas ça sa raison. Et la ta'ama de Rabbi Meir, tu n'as pas de preuve de là que Rabbi Meir y pense comme ça, qu'un homme puisse être makdish une chose qui n'est pas encore arrivée. Mais sa raison elle est plutôt, mitor shiachol le kufa le maasiadea, puisqu'un homme peut forcer sa femme à travailler et à lui donner son travail. Naasa, que Omer là, c'est comme s'il lui disait, yikdeshu yadaich leosehem. Je consacre tes mains à celui qui les a créées. Donc, c'est pas ici quelque chose qui n'est pas encore concret, qui n'est pas encore arrivé au monde, qu'il est en train d'être makdish, un travail qui va arriver. Je n'ai pas de preuve que c'est valable. Ici, peut-être que il s'agit que le mari a dit qu'il est makdish les mains de sa femme pour leur travail. Or, puisqu'il a des droits sur les mains de sa femme pour leur travail, il peut aussi être makdish. Et là, c'est concret. C'est du présent, pas du futur. La Gemara dit, va l'amar la'achi. Mais il lui a pas dit qu'il va être makdish les mains de sa femme pour leur travail. Il a dit qu'il est makdish le surplus du travail de sa femme. Répond la Gemara, puisqu'on a entendu Rabbi Meir par ailleurs dire, on l'a entendu Rabbi Meir qui disait, un homme ne parle pas pour rien dire. Si il a dit une parole qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de sens, tu dois l'interpréter autrement pour le comprendre, pour donner de la valeur à ses paroles. C'est comme ça que pense Rabbi Meir. Donc ici aussi, un homme qui a dit qu'il est makdish le travail de sa femme alors que c'est pas possible puisque c'est pas encore arrivé, c'est pas encore concret, tu dois le comprendre et l'interpréter comme s'il était en train de dire
qu'il parle concrètement sur les mains de sa femme, qu'il est makdish les mains de sa femme pour leur travail. Naasa ki omerla ikdeshu yadaych lo'osem. Il est en train de dire que les mains de sa femme, en ce qui concerne leur travail, seraient ekdesh. Donc ici on voit que Rabbi Meir pense ici on voit que Resh Lakish, au nom de Rabbi Meir, est en train de dire un homme a tous les droits sur le travail de sa femme, à tel point qu'il peut être makdish ses mains pour leur travail. C'est ce qu'on vient de voir ici, dans les paroles de Resh Lakish. Donc si Resh Lakish pense comme ça, qu'un homme a tous ses droits sur le travail, et même les mains qui doivent travailler, les mains de sa femme qui doivent travailler pour lui, c'est que Resh Lakish pense que c'est une takana qui a été faite au bien du mari, que le salaire de la femme lui arrive. Donc si c'est comme ça, la femme ne peut pas dire je me garde mon salaire et je me nourris toute seule. Il est en machloket sur Ravuna. Demande à Gemara, est-ce qu'on a raison de dire que Rabbi Meir pense un homme ne peut pas être magdish une chose qui n'est pas encore concrète, qui n'est pas encore arrivée au monde? Comme ce qu'on vient de dire, on a dit non. C'est comme s'il était magdish les mains. Mais il ne peut pas être magdish quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ah bon, Rabbi Meir pense comme ça? Vatanya. Pourtant, dans une braïta, on voit que selon Rabbi Meir, un homme peut parler peut faire un kinyan, même sur une chose qui n'est pas encore concrète. Par exemple, Omer Liisha, arrête me kudeshetli la et gayer. Un goy vient chez une femme, il dit écoute, voilà, je te donne une bague de kiddushin, et tu seras ma femme après que je me convertis. Au lachar shetit gairi, un juif vient chez une goya, il lui dit voilà, après que tu vas te convertir, tu seras ma femme, voilà, dès maintenant, je te donne les kiddushin. Ou bien, c'est un serviteur qui dit un esclave, donc il peut pas faire de kiddushin, et il voit une bâtisserelle, il lui dit leachar sheshtacher, après qu'on me libère, tu seras ma femme. Leachar shetishtacher, après qu'on te libère à toi, madame, tu seras ma femme. Leachar shamut ba'aler, ou bien il est en train de parler à une femme mariée, il lui dit voilà, quand ton mari va mourir, tu seras ma femme, je te donne dès maintenant les kiddushin. Ou bien il va chez la sœur de sa femme en lui disant écoute, tu seras ma femme après la mort de ta sœur qui est aujourd'hui ma femme. Ou bien une femme qui attend la chalitza de son yavam et qu'entre temps elle ne peut pas se marier, quelqu'un lui donne des kiddushin pour la réserver dès maintenant, malgré qu'aujourd'hui ça ne peut pas se faire parce qu'il est goy, elle est goya, il est esclave, elle est servante, son mari est vivant ou bien sa sœur est vivante, ou bien elle attend encore la chalitza. Malgré que aujourd'hui ça ne peut pas se faire, il peut faire dès maintenant pour la suite. Eh bien, Rabbi Meir Omer me coudéchet. Donc tu vois que selon Rabbi Meir, un homme peut être makdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, comme ici. C'est quelque chose qui n'est pas encore là. Il est encore goy. Le juif n'est pas encore là. La juive n'est pas encore là. Il ne s'est pas libéré, lui ou elle, et ainsi de suite. Et pourtant les kiddushin sont valables. Donc tu vois qu'un homme pourrait être makdish, ou même une chose qui n'est pas encore arrivée. Donc pourquoi tu me dis que Rabbi Meir, c'est pas parce que un homme peut être magdish un travail qui n'est pas arrivé, c'est plutôt parce qu'il peut être magdish les mains de sa femme pour leur travail. Répond la Gemara, Mehahi'in. De la Braïta des Kiddushin, c'est vrai qu'on a une preuve que selon Rabbi Meir, un homme a un pouvoir d'être magdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, comme ce qu'on a vu ici pour les Kiddushin avec une Goya ou un Goy, etc. Mais de notre Mishnah à nous, où on a vu qu'un homme peut être magdish le travail de sa femme qui n'a pas encore été fait, tu n'as pas de preuve d'ici qu'un homme a le pouvoir d'être magdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, parce que je pourrais t'interpréter la Mishnah en te disant, puisqu'un homme a tous ses droits sur les mains de sa femme pour leur travail, eh bien, il peut aussi être magdish les mains de sa femme pour leur travail. Même s'il n'a pas dit, comme on a vu, c'est comme s'il avait dit. Donc ici, Rabbi Meir, de notre Mishnah, on n'a pas de preuve qui pense qu'un homme peut être magdish une chose qui n'est pas arrivée encore au monde, mais effectivement, de la Braïta, des Kiddushin, on a dit, il peut en tant que goy ou à une goya et ainsi de suite, il peut faire des Kiddushin comme ça. De là-bas, c'est vrai qu'on a une vraie preuve, comme quoi Rabbi Meir sera d'accord, qu'un homme peut faire des Kiddushin ou être magdish, même une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.